il faut évidemment éviter à tout prix de confondre travail avec job, au sens salarié ou bien au sens indépendant. Beaucoup de personnes font le même travail que des salariés, mais sous d'autres formes. Hein? Prenons par exemple les personnes qui s'occupent des détenus et des détenus qui sortent de prison. Ben, il y a des professionnels et il y a des volontaires, des bénévoles qui font finalement le même travail. Donc le travail est beaucoup plus large que ce qu'on peut faire dans le cadre d'un emploi salarié ou ce qu'on peut faire comme indépendant. La deuxième chose qui me semble importante aujourd'hui, c'est d'essayer de répondre à la question suivante, mais pourquoi Keynes, qui pensait qu'en 2030, il serait possible de travailler 3 heures par jour, 5 jours par semaine, pourquoi est-ce que l'histoire ne lui a pas donné raison? Alors on peut éventuellement revenir sur cette question plus en détail, mais je pense que le fond de la réponse, c'est nous avons privilégié la consommation, le toujours plus, à ce qu'était le rêve de Keynes, c'est de dire, mais si on peut travailler 3 heures par jour, on peut consacrer beaucoup d'autres heures à s'informer, à faire de la philosophie, à faire des arts, à réfléchir, à faire de la musique. Keynes était très proche de milieu artistique, donc pour lui c'était surtout ce genre d'activité qu'on pouvait développer. Ben non, on a préféré collectivement, travailler plus pour consommer plus. Et alors la troisième chose qui me semble importante évidemment, c'est ce qu'on fait dans le travail quel qu'il soit. Et là, effectivement, il y a des évolutions inquiétantes. Alors, on parle souvent des bullshit jobs, c'est-à-dire les jobs, on va dire, on peut en français utiliser la traduction totale du mot bullshit, les jobs de merde. Mais on oublie que dans le système, il y a beaucoup de jobs qui ne sont pas proprement parlés des jobs de merde, c'est-à-dire vous êtes bien payé, à la limite vous avez un cadre de travail correct, mais où ce que font les gens n'a à proprement parler au mieux plus de sens, au pire a des conséquences nocives. Moi j'aime bien donner l'exemple suivant. Quand vous accédez aujourd'hui à des sites de vente, quels qu'ils soient, vous avez derrière ces sites de vente des gens qui ont passé leur journée à organiser le site de façon à vous tromper, à vous amener à faire des choses que vous n'avez pas envie, à acheter des choses que vous n'avez pas envie, à vous mettre dans un état de manque. Donc, ce n'est pas ce qu'on pense comme bullshit job, mais c'est en fait aussi un job de merde. Et dans notre société, il y a plein de gens qui font des choses, soit qui ne sont pas vraiment utiles, soit des choses qui sont nocives, c'est encore plus grave, c'est-à-dire que vous trompez votre environnement, vous trompez vos collègues, vous trompez vos clients, vos partenaires, etc. Et donc ça me semble au moins aussi important. Alors moi je suis d'une génération où le travail avait vraiment une valeur fondamentale. Donc mon grand-père était agriculteur, mon père travaillait avec lui, et mon grand-père maternel, lui, était plafonneur. Et donc en fait, chacun cultivait une expertise dans son travail parce qu'on était valorisé de par la qualité de son travail. Bon, mon grand-père agriculteur, s'il était incapable d'élever son bétail, de faire du beurre et de réussir ses céréales, ben, il est clair évidemment qu'il n'y avait pas de perspective économique viable, donc il fallait être performant. Donc le travail était important parce qu'il vous permettait de tenir votre place dans la société et de réussir finalement à avoir, une vie économique. J'ai reçu des cadeaux de Noël et de Saint-Nicolas magnifiques parce que c'était les heures supplémentaires de mon grand-père. Donc pour eux, c'était important également de continuer à s'investir au-delà de ce qui était demandé dans le travail pour pouvoir, acquérir, un certain statut économique et pouvoir augmenter la qualité de son niveau de vie. J'étais vraiment extrêmement attaché à ces valeurs-là. Et donc, pour moi également, le travail, c'était une manière, de tenir un rôle dans
voilà, dans la vie, et de pouvoir progresser, de pouvoir apporter, je dirais, à son entourage et à la société. J'ai vraiment pu constater qu'il y a vraiment une grande évolution dans le sens où le travail maintenant doit finalement faire partie d'une qualité de vie. C'est sûr que depuis plusieurs années maintenant, il y a une véritable souffrance au travail qui émerge, qui nous traverse tous. Je crois qu'il y a différents facteurs. Le premier, c'est, disons, ce qui s'est passé à partir des années 90 en Occident et en Chine. D'une certaine manière, l'entrée de la Chine dans le commerce international a fait s'ouvrir un marché mondial du travail, dans lequel, d'une certaine manière, un certain nombre d'entre nous, en Occident, ont été mis en concurrence avec des employés, des salariés chinois, nettement moins bien payés que nous. Et du coup, il y a eu une pression salariale à la baisse en Occident et, disons, une menace de délocalisation très puissante qui se met en place à partir des années 90. Et du coup, on a, je crois, en Occident, un marché du travail, entre guillemets, à deux vitesses. D'un côté, les métiers qui sont en concurrence directe avec nos amis chinois. De l'autre côté, des métiers qui, eux, sont protégés parce que l'équivalent en Chine n'existe pas à l'époque. Et donc, pendant une grosse vingtaine d'années, on va fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, petit à petit, l'Occident va se désindustrialiser. Alors, en particulier, le sud de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, la Wallonie, les États-Unis. Dans tous ces pays-là, ou toutes ces régions-là, le tissu industriel, c'est 12% du PIB. Donc, c'est très faible. Et puis, alors heureusement, il y a quelques zones ou régions qui ne vont pas se désindustrialiser à la même vitesse. L'Allemagne, la Flandre, l'Autriche, les Pays-Bas. Et le reste va partir en Chine. Voilà. Et donc ça crée une situation qui est inédite depuis 1945, à savoir, disons, une pression très forte exercée sur un certain nombre de métiers, parce qu'on a, disons, une réserve de main-d'œuvre gigantesque en Chine qui vient d'entrer sur le marché mondial du travail. Alors, ça c'est une ligne de fond. Sur cette ligne de fond se greffe, disons, une certaine perception de la part certains d'entre nous du travail comme une marchandise privée dont on pourrait disposer à sa guise, dont en particulier les propriétaires de l'entreprise pourraient disposer à leur guise. Et ça, c'est une conception qui, à mon avis, est fausse, en tout cas qui n'est certainement pas chrétienne, parce que les travailleurs ne sont pas des marchandises, les salariés ne sont pas des marchandises. Alors, la conséquence de ceci, c'est que, disons, on a depuis plusieurs décennies un détricotage progressif du droit du travail et une ubérisation des conditions de travail extrêmement puissante qui met beaucoup de salariés dans des situations de grande souffrance et qui diminue petit à petit leur capacité à s'organiser, à remettre en cause les conditions de travail qui leur sont imposées, etc. Voilà. Ça va de pair avec une anthropologie implicite qui est je suis l'investisseur de mon propre corps, de celui que je suis, et je suis mon propre chef d'entreprise à moi-même, voilà, ce qui est une fiction totale, évidemment. Voilà. Alors, à ceci s'oppose une vision, mais on en reparlera, de l'entreprise comme commun, où on prend conscience du fait que si je peux travailler, c'est grâce à d'autres et avec d'autres, nécessairement. Et puis, il y a un troisième aspect. Donc, le premier, c'est, disons, le bouleversement du marché mondial du travail. Le deuxième, c'est la privatisation du travail comme marchandise. Et puis le troisième, c'est ce que un anthropologue américain, David Graeber, a appelé les bullshit jobs. C'est-à-dire un certain nombre de métiers dont ceux qui les pratiquent se rendent compte qu'ils ne servent pas à grand-chose, qu'on pourrait s'en passer, et que s'ils cessaient de les exercer, ça n'aurait qu'un impact très négligeable sur la société. Et évidemment, c'est des métiers pour lesquels ceux qui les pratiquent se disent « mais ce que je fais n'a pas de sens. En tout cas, je ne contribue pas à un projet de société. » Alors ça va de pair, je crois, avec ce que pour ma part j'appellerais volontiers une panne eschatologique dans laquelle est tombé l'Occident dans les années 90, qui fait que nous n'avons plus de grands projets de société, de grands horizons eschatologiques vers lesquels on pourrait dire voilà pourquoi nous travaillons, voilà ce qui a un sens aujourd'hui, et voilà ce qui justifie le vivre ensemble et les efforts que nous faisons pour collaborer ensemble. D'une certaine manière, le projet européen a constitué cet horizon eschatologique pendant les décennies après la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu aussi tout simplement la reconstruction de l'Europe de l'Ouest, l'intégration de l'Europe de l'Est après la chute du mur en 1989. Voilà. Mais tous ces projets-là aujourd'hui ne sont plus, n'informent plus le corps social, en tout cas des Européens de l'Ouest, je crois, et donc ne permettent plus de donner un sens au travail.
Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est la bureaucratisation de nos relations, qui fait que, ben voilà, je peux passer ma vie dans un bureau à remplir des papiers, des formulaires, des questionnaires, tout en ayant une conscience assez vive du fait que ça ne sert pas à grand-chose. Alors, il y a eu un certain nombre de sondages, de questionnaires qui ont été distribués chez un certain nombre d'employés en Angleterre, en France. Je ne sais pas si la Belgique a été également investiguée, mais qui montrent que dans certains secteurs, disons, de l'emploi, vous avez jusqu'à 30% des salariés qui pensent que leur métier est un bullshit job, c'est-à-dire un travail qui ne sert à rien fondamentalement. Bon, ils sont payés, alors ils le font évidemment, mais ça, c'est ça qui provoque. Alors, vous avez le burn-out d'un côté qui est l'excès de travail lié à la marchandisation du travail, où on vous traite comme une marchandise, et donc, d'une certaine manière, pour dire les choses brutalement, c'est marche ou crève. Mais vous avez aussi le brown-out, c'est-à-dire le fait que je travaille, mais je ne sais plus pourquoi. Et si ça n'a pas de sens, comme je suis en tant qu'humain fondamentalement un être social et métaphysique, eh bien, je suis très très malheureux. Voilà, pour dire les choses de manière triviale. Et donc là, vous avez cette conjonction de tous ces facteurs qui rend le travail problématique aujourd'hui pour une partie d'entre nous dans notre société, puisque une bonne partie d'entre nous ne le vivent plus comme la contribution à un projet qui aurait du sens, capable de les rendre heureux et de transmettre une société désirable à leurs enfants. Et donc je me dis, mais qu'est-ce qui anime quelqu'un, l'être humain qui veut travailler? Je pense qu'il y a évidemment une question de survie économique de soi et de ses proches, mais il y a aussi une question de quelle est la pierre que je peux apporter à l'édifice? Quelle est ma contribution à un projet plus large? Et je trouve qu'on oublie très fort ça. Je me dis aujourd'hui, qui peut se dire je contribue à un projet dont je suis fière à travers mon travail? Un autre point qu'on pourrait aborder dans cette question, c'est comment vivent les gens qui, par leur travail, contribuent à une économie qu'ils n'approuvent plus. J'ai des tas d'amis qui travaillent, y compris dans des grandes boîtes, dans des lieux de décision, qui sont extrêmement performants, ce sont des experts, et pourtant il y a un décalage entre ce qu'ils font au jour le jour et à quoi ils contribuent et leurs valeurs. Et ça, je pense que c'est une question qui est en train d'arriver. Je n'aime pas l'évolution du capitalisme, mais c'est pas en soi uniquement lui qui est responsable de la dégradation des conditions de travail. Et quelle est la recette? C'est l'organisation du travail. Donner du sens au travail. Donc, par exemple, les aides-soignants, dans cette EHPAD-là, ne se contentent pas de faire les soins. Donc, très concrètement, dans l'immense majorité des cas, c'est des toilettes. Ces personnes, on leur propose de faire plusieurs activités qui accompagnent, parce que finalement, un aide-soignant, c'est quoi? On l'a ramené de manière un peu artificielle et de manière un peu légale à ses seules fonctions, je dirais, de soins, au sens médical du terme, alors qu'en fait, soigner une personne, c'est beaucoup de dimensions. Et voilà, tout ça montre qu'on peut vraiment, je pense, travailler, arrêter de penser que c'est une fatalité. Néanmoins, il y a quelque chose qui relève aujourd'hui de l'ordre je dirais, de la fatalité, en tout cas de quelque chose qui est difficile à contrer, c'est l'omniprésence du moi-je. Alors, je vais être un peu dur ici, mais je vais donner l'exemple suivant. Je comprends qu'un infirmier, une infirmière, n'aime pas spécialement de travailler le samedi à 2h du matin, c'est pas gai, les autres s'amusent, moi je suis au boulot, d'autres sont là. Mais cette même infirmière va peut-être 2 semaines après prendre l'avion pour aller à Malaga, et elle est bien contente qu'il y a quelqu'un qui fait ses bagages, qui s'occupe de ses bagages à l'aéroport quand elle rentre à minuit. Et donc, à un moment donné, il va falloir quand même reposer la question du moi-je et les autres. Si tout le monde dit moi-je, eh bien alors on arrête les restaurants, on arrête les bagagistes après 8h du soir, etc., etc. Donc, il va falloir retravailler cette question qui est de l'ordre, de nouveau, de l'organisation. Il y a des choses qui relèvent de l'organisation du travail, mais il y a surtout beaucoup de choses qui relèvent de l'évolution des mentalités. Donc, ce sont mes conditions de travail qui importent, et puis le reste doit s'accorder à mes souhaits à moi, à mes envies à moi.
Voilà, c'est un débat extrêmement compliqué. C'est le je et la collectivité, le je et l'organisation, voilà. Donc, à partir du moment où on voit qu'on est prisonnier finalement de ce qu'on ne peut pas changer, de ce qu'on ne peut pas faire évoluer, ben voilà, on est dans la souffrance. Ça fait vraiment partie de toute la situation actuelle de difficulté, avec tous ces burn-out, toutes ces dépressions et tout ce mal-être finalement dans le monde du travail. Alors, comment pouvoir encore garder un rôle positif, comment pouvoir encore garder les choses? Ben, je pense que voilà, il faut pouvoir s'appuyer sur des valeurs fortes en fait, qui vous donnent finalement le courage d'argumenter, le courage de vous engager, le courage d'aider, le courage d'avoir encore de la solidarité vis-à-vis de vos collègues, de l'écoute, simplement de l'écoute. L'entreprise, fondamentalement, de mon point de vue, est un commun, c'est-à-dire un lieu où on partage un certain nombre de compétences, de ressources, d'aspirations, de désirs, et dans lequel on collabore pour travailler ensemble. Toute entreprise devrait être une entreprise à mission. Une entreprise, c'est pas une boîte noire qui produit du cash pour les actionnaire. C'est un projet commun où on met en commun des ressources, des compétences et un désir pour parvenir à réaliser un projet. D'accord. Alors à ceci, il faut ajouter un phénomène récent qui est plus caractéristique, disons, de la nouvelle génération, qui est une très très grande liberté que vit la jeune génération à l'égard des entreprises pour lesquelles elle travaille. Et donc, ça se traduit par un turnover massif et des jeunes salariés qui se disent, bon, au bout de 6 mois, 1 an, finalement, ben, je ne suis pas marié avec cette entreprise, je peux changer, et voilà. Je crois que c'est lié à une difficulté propre à la jeune génération aujourd'hui à s'engager dans la durée. On voit ça dans le rapport à l'entreprise, dans le rapport à des ONG, dans le mariage, dans toutes les institutions où il faut s'engager dans la durée. Voilà. Et je pense que c'est lié, alors à mon avis, c'est lié aussi à la panne eschatologique dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous n'avez plus de perspective à l'horizon, bah, vous ne voyez pas pourquoi il faudrait vous engager dans la durée ici et maintenant. Ça ne veut pas dire du tout que cette jeune génération soit incapable de s'engager, mais elle conçoit son propre engagement comme temporaire, c'est un CDD perpétuel. Voilà. Ça peut changer si nous arrivons, j'espère en tout cas, à retrouver un sens collectif au vivre ensemble et aux efforts communs, partagés. Je pense qu'il existe des entreprises qui peuvent se concevoir comme des communautés d'intérêt, où les choix de gestion qui sont posés essayent justement de concilier l'intérêt du travailleur avec l'intérêt du consommateur, avec l'intérêt peut-être de l'actionnaire, peut-être l'intérêt des voisins de l'entreprise. Je crois aussi que l'entreprise, c'est un lieu d'apprentissage de la vie en société. Et donc, je pense aussi que ce qui peut se vivre à l'intérieur de l'entreprise, en termes d'épanouissement, en termes de choix, en termes de rapports interpersonnels, en termes de ligne éthique qu'on garde, eh bien, c'est des choses qu'on peut reproduire à l'extérieur. Moi, j'ai travaillé avec évidemment énormément de personnes différentes. Voilà, être un peu le chef d'orchestre finalement de toute une série de métiers différents, chacun avec leurs compétences et donc des personnalités voilà, très, très différentes. Chacun n'est pas pareil dans sa manière de se comporter, même si les tâches à réaliser sont les mêmes. Et donc, voilà, moi j'ai toujours essayé finalement de faire en sorte que les personnes s'élèvent pour atteindre voilà, un niveau de qualité. Une valeur fondamentale, c'est le respect. Si on ne respecte pas les gens, même dans leurs difficultés, dans leurs défauts, ben alors là, évidemment, il n'y a aucune perspective. Donc il faut pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse apporter sa part voilà, au travail, sa contribution au bateau qui vogue. Alors je crois que sur la question des liens au travail, on peut dire qu'il y a eu un désastre qui s'appelle le confinement, que nous avons mis en œuvre à l'occasion du Covid, qui a provoqué des dégâts psychiques, sociaux absolument phénoménaux, dont nous payons le prix maintenant et nous allons continuer de payer le prix pendant de nombreuses années à mon avis, parce que ces dégâts ont été particulièrement sévères sur les adolescents, les enfants, la jeune génération. Sur une partie d'entre nous, le confinement a provoqué une espèce de régression fétale, si je puis dire, où je reste chez moi et je ne veux plus entrer en relation avec autrui parce que c'est un risque. Voilà. Donc je crois que là, il y a quelque chose de très très fondamental dont il faut refaire l'expérience, c'est que nous ne sommes humains
qu'à la mesure de notre capacité à entrer en relation avec autrui. Et le travail est un lieu privilégié pour entrer en relation avec autrui. La tentation qui m'habite très très profondément, y compris à un niveau inconscient, de voir la relation à autrui comme un risque, un danger, parce que l'autre finalement est une menace pour moi, ben, cette tentation-là peut être très forte. Alors, je crois qu'il faut vraiment parier sur le fait que il n'y a pas d'humanité sans prise de risque d'entrer en relation avec autrui, que la relation d'amour avec l'autre est impossible sans ça, et c'est une évidence, mais qu'elle représente un danger, c'est-à-dire, on pourrait dire là où je suis tendre, c'est là que je suis vulnérable. Bon. Et est-ce que je consens à prendre ce risque-là? Alors, dans la tradition chrétienne, le Christ a pris ce risque-là, et il l'a payé au prix fort. Mais il n'y a pas de vie d'humanité sans ça, je crois, fondamentalement. Que j'apprenne à prendre la place de l'autre sans quitter la mienne. Alors, au travail, est-ce que on peut organiser les choses de manière que tout le monde fasse cette expérience? Pas simplement ceux qui sont dans une situation, disons, d'assujettissement et de domination vis-à-vis de leur hiérarchie. Dans une relation de pouvoir où ils sont pas du bon côté du manche, si je puis dire. Alors, si on organise les relations de travail de cette manière-là, alors ça devient très très intéressant parce que le manager lui-même se demande, mais au fond, pourquoi est-ce que dans mon équipe, certains réagissent comme ça? Et il essaye de mettre ses pieds dans les chaussures de ses collègues. Voilà. C'est certain que la concurrence amène à la disparition de certains emplois remplacés par la technologie qui coûte moins cher. Mais quand on réfléchit à ce que ça signifie, donc on signifie à des gens que ce qu'ils pouvaient apporter au projet collectif n'est plus intéressant. Ils sont désormais remplacés par une machine qu'il va falloir acheter, construire, qu'il va falloir nourrir avec de l'énergie. Et donc je me dis, on est en train de scier la branche, croyant que l'autre branche va durer éternellement, ce qui est faux. Et qu'est-ce qu'on fera quand on n'aura plus la possibilité de développer cette branche? On n'aura plus l'artisan qui était capable de faire. Si on laisse le monde de l'entreprise être uniquement un monde de compétition entre nous, ne croyons pas que ça va créer des liens. Il y aura des alliances temporaires entre gens qui ont bien compris que c'est leur intérêt personnel. Mais si nous souhaitons que l'entreprise soit un lieu où des liens interpersonnels peuvent se jouer, alors il faut accepter la fragilité dans nos entreprises. Et on peut faire avec. Et c'est une question d'alliance avec des consommateurs qui reconnaissent la valeur de ça, avec des pouvoirs publics qui reconnaissent cette valeur. Donc je trouve que c'est important aussi de penser nos entreprises comme des lieux où la fragilité doit pouvoir s'exprimer. Je pense que l'attachement à l'entreprise, en réalité, c'est l'attachement aux gens et aux projets. Sinon, il n'y a pas d'attachement. Il y a des trajectoires personnelles et il y a j'ai fait le tour, ma ligne sur mon CV est suffisamment là et puis je pars. Le plus grand défi aujourd'hui par rapport au travail pour transformer le monde, je dirais pour le rendre meilleur, pour l'améliorer, c'est qu'il faut retrouver une unité de sens, une unité de vision, une unité de compréhension entre les 4 grandes activités auxquelles nous passons notre temps. Avec lesquels parfois nous remplissons notre temps. Il y a bien sûr le travail au sens job, salarié, indépendant, enfin voilà. Le care, les activités de soins donc, c'est l'éducation des enfants, c'est les tâches domestiques, c'est les parents malades, c'est éventuellement un conjoint malade, enfin tout ce qu'on fait, l'éducation des enfants, etc. Les activités que Gors appelle les activités autonomes, c'est-à-dire ce que je fais pour moi. Dire autonome, ça ne veut pas dire, c'est pas une question d'égocentrisme ou d'égoïsme, mais des choses que je décide de faire. Donc, contrairement au job, où la plupart des gens, on leur dit ce qu'ils doivent faire, vous devez être à tel endroit, faire telle chose, et vous devez aller réassortir tel rayon dans le magasin. Dans les activités autonomes, en principe, c'est vous qui choisissez l'affectation de votre temps et des quelques ressources que vous pouvez consacrer à ça, quoi, du sport, du bénévolat, de l'art, peu importe. Et puis le sommeil. Et tout ça, aujourd'hui, ne s'articule pas bien. Je vais donner 2-3 exemples. D'abord la question du sommeil. Le temps de sommeil a considérablement baissé au cours des
50 dernières années. En gros, on a perdu 1 heure de travail. Le sommeil, tous les indicateurs indiquent qu'il est de plus en plus de mauvaise qualité. Comment voulez-vous être simplement bien dans votre pont, bon au travail, si vous avez mal dormi, que vous accumulez ce qu'on appelle des dettes de sommeil? Deuxième exemple, on vous demande, dans toutes ces activités, on vous demande d'être performant. Donc vous devez être performant au boulot, mais vous devez être performant dans vos loisirs aussi. Vous devez avoir vu telle destination touristique, vous avez dû avoir été voir tel spectacle, vous avez dû faire telle expérience. Le CARE, avec le vieillissement de la population, pèse beaucoup sur les personnes. C'est-à-dire, si vous avez un conjoint ou un parent en fin de vie, en soins palliatifs, parfois ça peut durer très longtemps, mais tout ça pèse, effectivement. Et de plus en plus, d'ailleurs, on va demander aux gens de faire une partie du travail qu'aujourd'hui font plutôt des professionnels. Hein. Et donc, tout ça dans un monde où on vous dit qu'il faut en plus consommer de plus en plus. Voilà. Et donc tout ça met une pression sur l'individu qui est mauvaise pour l'avenir du monde, parce qu'à la fois, quand on subit de telles pressions, ben on ne sait pas ce qu'il faut faire, on ne sait plus ce qu'il faut faire. Hein, on a l'impression que là où, quoi que je fasse, je suis dans un tel réseau de contraintes, donc on ne voit plus, on ne voit même plus ce qu'on aurait envie de faire dans un monde idéal, et est très mauvais aussi pour la planète, parce que ça entretient effectivement un niveau de consommation très élevé. Et donc, j'ai pas de recette, certainement pas, mais mon intuition profonde, c'est qu'il faut retisser des liens entre toutes ces activités. On est aujourd'hui dans les conditions pour pouvoir travailler moins. Mais la question va se poser tout de suite, si on travaille moins, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc ça, c'est l'autre question, la peur du vide. Hein, et il y a d'abord évidemment les questions d'argent, mais aussi la peur du vide. Hein, et donc on essaie aussi de bourrer son temps. Oui, il y a des conditions de travail qui sont extrêmement dures, pour lesquelles d'ailleurs beaucoup d'entre nous, ça ne nous gêne absolument pas, hein, d'avoir des gens qui ramassent les poubelles, qui sont parfois, enfin, qui comportent toutes sortes de choses à 6 heures du matin, ça ne dérange pas grand monde, hein, et au point même que quand ils viennent chercher des étrennes, on n'a pas vraiment envie de leur ouvrir. Hein. Je reviens sur l'exemple de l'infirmier ou de l'instituteur qui va en avion, ça ne me gêne pas du tout d'avoir des bagagistes. C'est bien un métier physiquement dur dans lequel il n'y a pas de relation. Et vous ne savez pas, pendant que vous chargez, vous ne savez pas entretenir une relation normale avec vos collègues, éventuellement à la pause ou éventuellement dans les vestiaires, mais sinon il n'y a pas de relation. Ça ne gêne personne. Ça ne gêne personne. Donc moi je pense que je pense profondément qu'il faut d'abord avoir conscience qu'une série de gens sont à notre service, que nous achetons du temps, nous achetons le temps des autres. Hein? C'est pas une relation égalitaire, qu'un fasse un produit informatique et l'autre fasse des soins à une personne, ben vous avez des relations égalitaires, chacun a ses responsabilités, etc. Non, pour une partie de la population, nous avons des esclaves, soyons très clairs. Nous avons des esclaves. Et on trouve ça tout à fait normal. On trouve ça tout à fait normal dans notre société. C'est-à-dire qu'on accepte aujourd'hui de faire des jobs pas très intéressants, mais qui rapportent peu, parce que le consumérisme est revenu en force. Il n'y a plus de critiques aujourd'hui sur le consumérisme. Je pense que la question n'est même plus comment transformer le monde, c'est comment, en partant de l'idée que les choses vont bouger de manière très significative, nous accompagnons ce changement et nous sommes prêts pour préfigurer ce qui suivra. Et accompagner le changement, ben moi, je m'appuie sur une vision de la fraternité qui serait de dire accompagner le changement, c'est essayer qu'il y ait le moins de souffrance possible. Et ça signifie
essayer aujourd'hui de nourrir toutes les initiatives qui vont dans le sens de limiter la souffrance, souffrance des êtres humains et des autres vivants, limiter aussi les impacts sur nos conditions de vie. Et ces éléments-là ne changeront pas le monde, mais permettront que dans le changement qu'on va avoir, la souffrance soit limitée et amèneront, je pense, un début d'expérimentation de ce que ça pourrait être après. Je regrette de dire qu'aujourd'hui, je ne sens pas qu'il y a des endroits où la transformation du monde se travaille. Je crois qu'il y a des endroits de résistance, il y a des endroits, des poches où on essaye d'expérimenter quelque chose d'autre et qui accompagnera cette transformation. Aujourd'hui, moi, je travaille sur les modèles alternatifs d'entreprise. Donc, c'est une partie de l'alternative. On sait aujourd'hui qu'une grosse partie des problèmes qu'on connaît, c'est lié au fonctionnement du système économique. Et donc, je vois émerger des alternatives dans le secteur économique. Ces alternatives ne pourront se déployer, jouer leur plein rôle qu'avec des alliances. Et alliances avec qui? Alliances avec les individus qui, au nom de leurs valeurs, vont affirmer qu'ils préfèrent soutenir ces entreprises-là plutôt que d'aller donner leur temps, leur travail, leur argent à des entreprises qui font pas le job. Alliance aussi avec les lieux de décision publique qui existent encore. C'est-à-dire aujourd'hui, un décideur public, il doit avoir le courage de renoncer à certains modèles et d'en promouvoir d'autres. Alliance avec les mouvements sociaux. Les combats sont les mêmes. Les combats sont des luttes contre les rapports de force, contre l'oppression, contre la dégradation de l'environnement. Alors, comment transformer le monde? Je crois que dans le prolongement de ce qu'on se disait tout à l'heure, sur à la fois la règle d'or et les communs, là, il y a un enjeu décisif. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, depuis au moins un demi-siècle, maintenant, une certaine idéologie veut que nous puissions tout privatiser, que tout puisse devenir marchandise, la terre, le travail, on en parle, le corps des femmes, par exemple, disons la procréation pour autrui. C'est une manière de transformer l'utérus des femmes pauvres en Inde en marchandise, qui vont porter les enfants de riches occidentales, par exemple. Bon. La monnaie, qui est privatisée également. Je crois que c'est ça l'enjeu du XXIe siècle, du dialogue international, si nous voulons autre chose qu'une troisième guerre mondiale par morceaux, comme le dit le pape François. Le nœud central, c'est lâcher prise. Et lâcher prise, évidemment, il y a un lien à faire avec des formes de spiritualité ou des formes de réflexion philosophique, c'est lâcher prise, effectivement. Je me laisse guider par autre chose ou je me laisse interpeller par des questions, etc. C'est le lâcher prise, effectivement, et on a peur de se lâcher prise, voilà. Hein. Donc ça, c'est un des apports. Je ne sais pas si c'est de la réflexion sociologique ou autre, c'est ce qu'on appelle en anglais FOMO. Donc c'est l'acronyme de Fear of Missing Out. Donc la peur de perdre quelque chose. En tant que femme, qu'être humain, comment est-ce que je peux vivre ce défi-là? Soit je suis tétanisée, soit je fuis, soit j'affronte courageusement. Mais moi, je ne sais pas faire ça toute seule. Donc, j'ai besoin de me sentir reliée aux autres et à la nature, l'environnement, disons, le vivant. Mais ça aussi, c'est une tâche difficile. Et donc, alors ça devient très personnel. Moi, j'ai besoin de nourrir ma spiritualité pour essayer de faire ça, essayer d'être reliée non-stop. Et donc, j'ai besoin de pouvoir déposer dans une prière méditation, le fait que c'est trop gros, que je ne saurais pas y arriver seule. La tâche était énorme. Seigneur, je suis écrasée. Mais le fait de pouvoir le déposer, en fait, ça allège mon fardeau, disons. Et ça m'encourage à me dire, du coup, la devise, ça devient de notre mieux, quoi. Et ça, c'est à ma portée.
Mais si je n'avais pas, donc moi je suis catholique, et je pense que je pourrais discuter de ça avec des personnes d'autres spiritualités ou d'autres religions. Si je n'avais pas quelqu'un qui peut accueillir mon écrasement, Seigneur, je ne peux pas, c'est trop gros pour moi, ben je ne sais pas ce que je ferais. Donc je dépose et ensuite je me dis, mais je ne suis pas la seule à dire ça. Donc je vois dans les autres des gens aussi écrasés que moi, je ne sais pas s'ils sont catholiques ou non, peu m'importe, mais je ne les vois pas comme des super puissants qui pourraient le faire et qui ne le font pas. Je les vois comme moi, comme des gens écrasés, et je me dis, la seule solution, c'est de le faire ensemble, hein, et d'essayer d'affronter ça courageusement ensemble. Et donc cette reliance, elle est possible pour moi parce que je ne suis pas écrasée complètement, parce que j'ai pu déposer ça. Donc j'essaye d'avoir du coup une pratique la plus régulière possible. J'ai des périodes où je fais de la méditation tous les jours, et puis j'ai des périodes où ça devient une fois par mois. Hein. J'essaye de lire des évangiles régulièrement, et puis parfois je passe de nouveau 2-3 mois sans le faire. Donc j'ai de leçons à donner à personne, mais je vois combien la force que je peux avoir, elle vient de là. Par ailleurs, je crois aussi que les êtres qui sont dans le milieu du travail sont des êtres complets, avec leur propre spiritualité, et que si notre vie spirituelle à chacun peut faciliter notre reconnaissance mutuelle, la recherche de « je n'écrase pas mon voisin, je suis conscient de ça », alors il ne faut pas s'en priver, et je pense que ça se passe à certains endroits. Maintenant, ça reste, je crois qu'on vient aussi d'années où c'était tabou. Alors dans tout ceci, la spiritualité et la religion ont un rôle absolument central à jouer, à mon avis, parce que pour consentir au jour le jour à entrer dans cette démarche que la Bible appelle la règle d'or, c'est-à-dire prendre la place d'autrui sans quitter la mienne, dans ma famille, parents, enfants, grands-parents, petits-enfants, à l'intérieur de la fratrie, entre les conjoints, je pense qu'il n'y a pas de vie de couple et de vie de famille sans cette expérience-là. Apprendre à faire cette expérience dans l'entreprise, apprendre à créer du commun sur mon lieu de travail, considérer l'entreprise elle-même comme un commun, et je crois que c'est là que s'origine l'extraordinaire désir de spiritualité dont moi je fais l'expérience, en particulier dans la jeune génération. La difficulté, c'est que, d'une certaine manière, le christianisme est l'une de ses ressources spirituelles, je crois. En tout cas, il a tout à faire valoir pour ça, mais que la difficulté de la transmission, la sécularisation de nos sociétés font que une partie de la jeune génération ignore qu'elle a dans les traditions spirituelles chrétiennes un trésor à sa disposition où elle peut aller puiser pour apprendre à faire du commun. Mais je crois que c'est très important que notre Église puisse comprendre qu'elle a ici un rôle absolument majeur à jouer en offrant les moyens, en transmettant ce qu'elle a à transmettre du trésor spirituel qu'est le sien pour que la jeune génération puisse se l'approprier sans revendiquer, disons, une espèce de position en surplomb où elle aurait à apprendre au reste du monde ce que c'est que la vie, parce qu'elle ne peut plus aujourd'hui s'accorder, disons, cette arrogance-là, et c'est très bien, mais en assumant la totalité de ce qu'elle peut transmettre de spiritualité vivante à l'intérieur du cadre religieux qu'est le sien pour la jeune génération.